Le comptoir, le podcast des GBU. Qu'est-ce que tes parents t'ont appris de super important dans ta vie? Surtout des conseils sur le relationnel de ma mère. Je pense qu'ils m'ont appris la politesse. Ils étaient très stricts et moi je suis très polie maintenant. Bon nombre de valeurs que j'ai encore aujourd'hui, la discipline, le sérieux, que ce soit dans les cours ou dans le sport. Et ils m'ont aussi appris à profiter des petites choses, de jamais réclamer. Je pense qu'ils m'ont surtout appris à respecter le travail des gens. De bien occuper de mon argent. Ils m'ont appris à être tolérant, à accepter les différences des gens et pas les juger. Est-ce que tu penses que tu apprendrais les mêmes choses à tes futurs enfants? Ça a du sens pour moi, donc je transmettrai l'information. Pas tellement, pas avec autant de cadres. Je pense qu'avec un peu plus de gentillesse et de calme. Franchement, ouais, 100%. Je pense que j'enseignerais peut-être un peu plus à mes enfants à être autonomes. Parce que vu que j'étais fille unique, mes parents, ils m'ont beaucoup couvert. Comment est-ce que tu te sens en parlant de ta relation avec tes parents, avec un seul mot? On le dit souvent avec ma mère, mais avec mes parents, je suis très fusionnelle. C'est compliqué. Je dirais du soutien dans les deux sens. Bizarre. Tranquille. Quel est le souvenir le plus mémorable que tu aies avec tes parents lorsque tu étais enfant? J'ai très peu de souvenirs avec mes parents, mais moi c'est avec mes grands-parents. On avait donné du pain rassis au canard avec mes grands-parents. Les seuls moments où on est partis en vacances, on avait été dans un camping. Et en fait, il y avait l'élection du meilleur couple. Et mes parents ont participé et c'était la première fois que mes parents ils faisaient ce genre de jeu. C'était un peu bizarre, il y avait des épreuves à passer, etc. Et je me souviens que j'avais jamais autant ri à voir mes parents faire les cons en fait. Donc mon père, il nous accompagnait souvent en sortie scolaire. On était allés visiter une ferme. On avait appris à faire du beurre nous-mêmes. Et en rentrant à la maison, les semaines d'après, je voulais toujours faire du beurre maison. C'était quand j'étais petite et j'étais dans la cuisine avec mon père. Il m'a appris à cuisiner. Il y a un souvenir où j'étais en voyage avec mes parents en Allemagne et je me suis marché le long d'une place avec ma mère. C'est assez récent, c'est quand j'ai appris à mes parents que j'avais un travail. Je sens qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est comme s'ils étaient stricts jusqu'à que j'ai un travail. Et au moment où je leur ai dit « j'ai un travail », ils ont arrêté totalement de m'embêter. Salut tout le monde, salut Stan. Salut Colline, salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. Et le micro-trottoir que Marina, étudiante en langue, a mené auprès d'étudiants toulousains, me pose déjà des questions que j'aimerais approfondir avec toi, Stan. Énorme, j'aime ce genre de teaser. Quel est ton meilleur souvenir avec tes parents, toi, Stan ? J'ai beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs avec mes parents, mais je dirais que, un peu comme ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir, c'est un souvenir en voyage. J'étais en vacances avec eux en Norvège, on faisait un trek, et en fait on avait vécu une journée hyper difficile, il avait plu et tout, c'était vraiment compliqué la marche. Et après on s'était abrité sous le coffre de notre véhicule, on avait mangé un petit poisson, et c'était juste trop bien de se reposer tous ensemble, quoi. Trop bien. Et ce que je trouve drôle, c'est que dans ta réponse, comme dans celle de la plupart des étudiants du micro-trottoir, c'est que les souvenirs, ils appartiennent souvent à des moments un peu hors du commun, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et c'est drôle que ce soit ça, enfin c'est drôle, mais c'est un peu logique que ce soit ça qui nous marque, bref. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans les réponses des étudiants, c'est qu'il y a forcément un effet réactionnaire à l'éducation des parents. Que cet effet soit positif ou non, il est là. Et l'éducation parentale, ou en tout cas notre relation à nos parents, constitue en fait du coup une sorte de base sur laquelle on construit tout le reste de notre vie. Ouais, mais du coup, même si j'ai l'impression d'avoir un peu de mal à m'en rendre compte, je constate petit à petit que mes parents, ils sont plus vraiment experts, les experts de ma vie, quoi. Et même s'ils constituent une aide dans mes choix, je deviens de plus en plus capable de prendre des décisions, de choisir. Voilà, je deviens plus apte à décider, quoi. Et toi, Colline, quand est-ce que tu as réalisé que tes parents, ils n'étaient pas aussi parfaits que ce que tu croyais? Mes parents, ils sont parfaits. Évidemment. Moi, je pense que c'est arrivé vers mes 18 ans, en fait, au moment où j'ai découvert un peu les fonctionnements familiaux d'autres familles. Et où j'ai du coup comparé en fait le fonctionnement de mes parents avec celui de d'autres parents. Donc je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vu un peu les trucs qui pouvaient être faits autrement et qui pouvaient peut-être être faits mieux. Ouais, donc je dirais fin du lycée, début des années étudiantes, quoi.
Ah, mais du coup, ça date d'il y a quelques années maintenant, quand même. Bah, oui, je suis plus trop au début des années étudiantes. Non, mais je dis ça parce que, perso, c'est assez... Enfin, c'est plus tardivement, quoi. C'est assez récemment. Voilà, cœur sur mes parents, si vous m'écoutez. Mais c'est vrai que quand on constate ça, on constate aussi que la relation avec nos parents, elle évolue. Ouais. Et qu'en fait, on doit s'adapter à ce changement. Ouais. Et justement, Célia, notre chargée de com au comptoir, qui travaille dans une start-up au poste de Sales Hope, nous parle de l'évolution de cette relation avec une belle comparaison au monde de l'entreprise. On l'écoute. Discussion au comptoir. Je suis indépendante financièrement jusqu'à ce que mon ordi tombe en panne et que j'ai encore besoin de l'aide de mes parents pour assurer une partie des frais. J'appelle mon papa à l'aide pour faire ma fiche d'imposition et moi je l'aide à paramétrer son téléphone. Je sais cuisiner, mais quand je rends visite à mes parents, ma maman me fait toujours un tube avant de repartir. Ils me donnent leur avis sur les grandes décisions que je prends, mais à la fin, c'est moi qui fais mes propres choix. D'après mes conversations avec plusieurs de mes amis, ce sont des paradoxes assez courants de la relation parent-enfant dans la vingtaine. On est globalement des adultes responsables et indépendants, en tout cas on essaye, mais on est encore dépendant de nos parents à certains degrés. On a encore besoin de leurs conseils, mais ils commencent aussi parfois à avoir besoin d'une autre. Ils ont pris soin de nous toute notre enfance, et maintenant c'est à nous aussi de commencer à prendre soin d'eux. Le rapport de dépendance change. On devient moins dépendant de nos parents, et selon leur situation, eux le deviennent plus. Et du coup c'est un peu douloureux à vivre parfois, cet entre-deux. On se chamaille, on se comprend pas, on se vexe. Il n'y a pas vraiment de manuel en fait qui existe pour nous dire comment cette relation devrait évoluer à mesure qu'on grandit. Si j'utilise les lunettes de ma formation commerciale pour approcher ce problème, je pense qu'une bonne partie des incompréhensions dans la relation parent-enfant peuvent se comprendre via les rôles de gérant et de consultant. Dans une entreprise, un gérant est une personne qui gère l'entreprise pour le compte d'autrui. Un consultant, lui, est une personne sollicitée de manière ponctuelle pour résoudre les problèmes qui peuvent subvenir. Maintenant, imaginez votre vie comme une entreprise. Nous l'appellerons My Corporation. Le but à atteindre pour My Corporation peut être très différent d'une personne à l'autre. Le bonheur, la sécurité, l'épanouissement personnel, servir l'intérêt commun. Dans notre expérience de pensée, imaginons que ce que nous voulons pour elle, c'est le succès de ses plans. Quand on est enfant, nos parents sont nos gérants. On est dépendant d'eux pour tous nos besoins. On doit leur obéir, strictement et pour cause. Ils savent souvent mieux ce qui est bon pour nous. Quand on est ado, nos parents continuent à être nos gérants pour la plupart de nos besoins matériels. Mais sur d'autres aspects de nos vies, sur nos choix vestimentaires, sur nos choix relationnels, nos aspirations professionnelles, c'est certain. S'ils essayent de faire ingérence sur ces questions, la moutarde va monter au nez. On tolère, à la rigueur, qu'ils soient consultants. Et encore. Quand on devient jeune adulte, on commence à prendre le contrôle de nos besoins matériels. Mais la gérance est encore partagée avec nos parents. On est certainement sur un partage des actions à 60% contre 40% pour les parents. On est pleinement à la tête de My Corporation, mais les parents ont encore une grande influence de par leur implication, leur investissement et leur expérience de la vie. Et accessoirement, ils nous connaissent bien aussi. Et honnêtement, même si on râle parfois, leur expertise est précieuse, en tant que jeune chef d'entreprise de My Corporation. Peut-être qu'on devient pleinement adulte aux yeux de nos parents quand on commence à être stable financièrement et matériellement parlant. En tout cas, dans My Corporation, ils ne sont plus que des actionnaires mineurs. Encore plus si un conjoint a entre-temps rejoint le siège social. En revanche, il reste des consultants, des membres du conseil de référence. Notre My Corporation et Their Corporation deviennent vis-à-vis. Et que se passe-t-il quand on devient plus âgé, que le corps nous lâche ? J'imagine que le rapport s'inverse. Un gérant est nommé et va avoir un grand pouvoir décisionnel sur My Corporation. Je pense que la tension vient dans ce rapport gérant-consultant, de dépendance et d'interdépendance, où le nerf de la guerre est le contrôle. Le problème, c'est qu'on veut être des gérants, alors que souvent on n'est que des consultants. Et la réalité des consultants est la suivante. On peut choisir d'appliquer leurs recommandations ou non. On veut être au contrôle de notre vie, de My Corporation. Et les ados et les jeunes adultes en particulier ont souvent des excès de zèle. On pense tout savoir, mais en fait, on ne sait pas grand-chose. C'est ce qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Car sait-on réellement ce qui est bon pour notre vie ? La souffrance que l'on cherche absolument à effacer de nos vies peut pourtant nous permettre de développer notre caractère pour le meilleur. Il faut reconnaître avec humilité, du haut de nos 20 et quelques années, qu'on manque cruellement d'expérience. Et qu'on a besoin de nos consultants, nos parents. Ça coince aussi si on cherche à contrôler la vie de nos parents, se faire gérant de Their Corporation. C'est vrai que les parents, ces CEO expérimentés depuis plusieurs années, peuvent bénéficier d'un œil neuf sur leur vie. Mais encore une fois, si les adultes et jeunes adultes sont devenus des consultants,
certes juniors mais capables de fournir une expertise avisée, ils restent des consultants. Mais le plus grand choc, c'est peut-être quand on réalise que nos parents sont à la fois des CEO imparfaits et des consultants imparfaits. On les aime et ils nous aiment. Mais malgré tout, leur expérience de la vie et toute leur bonne volonté, je pense que eux aussi sont limités pour nous conseiller sur comment vivre une vie bonne. Ils peuvent nous décevoir, se tromper et faire preuve d'injustice. Et c'est là, sous nos yeux, qu'on réalise que nos références, nos héros qu'on venait consulter pour tout tel des oracles, se révèlent être de simples mortels. On n'idéalise plus nos parents, et je pense que c'est certainement une bonne chose. Mais on se retrouve dans une impasse. À qui s'en référer pour nous apporter la sagesse et la hauteur sur la vie dont on a besoin? Le choix que j'ai fait pour ma vie, et la Celia's Corporation, c'est de laisser la gérance à quelqu'un. Et cette personne, c'est Dieu. Comme je crois qu'il est le créateur de la Terre et de tout ce qui s'y trouve, je pense qu'il a bien plus d'expertise et de sagesse pour que la Celia's Corporation se porte bien. Et toi? Qui sont les acteurs principaux dans Your Corporation? Sont-ils des consultants ou des gérants? Ce moment musical nous a été présenté par Pierre et par Edwin. Pierre, c'est un étudiant en développement web et Edwin, il est stagiaire auprès des GBU, Groupe Biblique Universitaire, et GBL, Groupe Biblique Lycéen, donc c'est l'association qui est derrière ce podcast. Ils ont composé ce petit morceau en se calant sur plusieurs temps forts de la vie, entre guillemets. Un temps calme, plutôt pour marquer l'enfance. Un moment mélancolique pour parler, évoquer plutôt l'adolescence. Et ensuite une partie plus festive qui permet d'exprimer la joie qu'on a de retrouver nos parents, même une fois devenus adultes. Et du coup, cette petite pause, ça nous a un peu permis de réfléchir sur ce qu'a dit Célia, tu trouves pas? Carrément. D'ailleurs, ce serait quoi le nom de ta corporation, toi? La Joie de Vivre Corporation. Énorme, énorme. Moi, ce serait la Germany Corporation. Bon, allez, on va continuer. Allez. Ce qui est frappant, c'est qu'on constate une sorte d'inversion des rôles, en fait, au fur et à mesure que le temps passe. Je m'explique. D'abord, ce sont les enfants, ils sont full dépendants de leurs parents pour leurs besoins vitaux. Mais ensuite, ils vont commencer à grandir, à faire leurs choix. Alors ok, d'abord, c'est pas forcément des choix qui sont hyper impactants pour le long terme. Mais au fur et à mesure, les enfants, ils remettent en question tout ce qu'ils ont appris petit.
ils questionnent les choix de leurs parents, voire ils font carrément différemment. Et puis plus tard, c'est même parfois les parents qui deviennent dépendants de leurs enfants. On peut le voir dans des EHPAD ou bien chez certains de nos grands-parents qui ont eu besoin de nos parents, donc leurs enfants. Ouais, c'est clair. Et Célia montre bien que cette limite entre indépendance-dépendance est fine, pas toujours radicale. Et en fait, finalement, nos parents gardent un rôle dans notre vie d'adulte, c'est juste qu'ils passent de gérant imparfait à consultant. Et l'avantage, c'est qu'un consultant, on peut autant décider d'écouter ses conseils que de les ignorer. Ouais, ou alors de les écouter, mais sans tout prendre en compte. Au moins, on a eu un avis, et puis même si c'est un avis divergent, ça peut quand même nous aider à bâtir notre décision ou à décider quoi faire. Ouais, ok. Mais dans ce cas, si nos parents sont des gérants imparfaits, ça veut dire qu'en grandissant, on affine notre gérance et on devient alors des super gérants nous-mêmes. On va voir ça tout de suite avec l'interview d'Hélène Mellerio. Reportage. Bonjour Hélène Mellerio, vous êtes pédiatre et médecin de l'adolescence à l'hôpital Robert Debré à Paris et vous faites partie de l'équipe de la plateforme de transition Advenir, qui est une plateforme de l'hôpital Robert Debré et qui est dédiée à la transition des jeunes patients de la pédiatrie vers les soins adultes. J'aimerais aborder l'adolescence de manière générale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'adolescence ? Alors l'adolescence, elle va être rythmée par les changements pubertaires qui enclenchent le processus psychique qui va opérer. Et pendant cette adolescence, l'adolescent, il va accomplir les tâches développementales de l'adolescence, c'est-à-dire l'individualisation avec des remaniements identificatoires, il se place comme un individu pensant qui pose des choix, et l'autonomisation qui va être l'idée d'intégrer le fonctionnement du monde et trouver une place dans une société en tant qu'adulte qui sait subvenir à ses besoins. Et en fait, selon l'OMS, l'adolescence, ça va de 10 ans à 19 ans, et puis il y a des définitions qui proposent de garder la définition d'adolescence jusqu'à 24-25 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'acquisition d'une maturité cérébrale complète. Parce qu'en fait, ce qui est une des caractéristiques de l'adolescence, c'est que il y a une asynchronie dans la maturation cérébrale entre le système limbique, qui est le système des circuits de la récompense, des circuits dopaminergiques, circuits du plaisir, qui va maturer plus vite que le cortex préfrontal, qui est vraiment le lieu du jugement, de la rationalité, de la prise de décision. Évidemment, l'idée de habiter le monde, trouver sa place dans le monde, c'est le chemin d'une vie, hein. Mais à l'adolescence, ça va jouer d'une manière particulière parce qu'il y a vraiment un changement d'identité, en fait. À l'adolescence, on change de peau. En fait, on va revoir tout ce qui a été construit dans l'enfance pour le mettre de côté et voir ce qu'on prend pour arriver à un statut d'adulte. Donc on va avoir un changement des repères familiaux, des repères idéologiques pour s'approprier les choses, pour se construire et se forger une identité, une personnalité. Et justement, vous disiez, on va choisir pendant cette période ce qu'on garde de notre éducation, de ce qu'on a reçu. Quel est le rapport aux parents qui s'instaure de manière générale dans cette période? Alors pour les parents, l'adolescence, c'est vraiment le temps où ils voient leur enfant s'éloigner, expérimenter, s'entourer petit à petit un peu plus des pairs, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre une grande place dans leur vie. Et alors d'un côté, on a le jeune qui voit peu à peu ses parents comme des personnes ordinaires qui peuvent être plus décevants, leurs défauts, qui cherchent à se détacher de cette famille qui est plus du tout le cœur de son existence. Il passe à un autre cercle. Et Winnicott parle même de meurtre parental symbolique. Winnicott, c'est un pédiatre qui a beaucoup travaillé sur le développement de l'enfant et de l'adolescent dans les années 60-70. Et le jeune, il acquiert son propre réseau de sociabilité, il acquiert une intimité, une vie secrète qui est quelquefois pas très bien vécue et en tout cas pas forcément partagée avec les parents. Et parce qu'il y a quand même un deuil de l'enfant à faire pour les parents, même s'il y a un lien qui se retisse, un lien nouveau et une parentalité à jouer, mais sous une forme un peu différente. Parlons maintenant des adolescents qui sont atteints de maladies chroniques. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un risque de décrochage des soins ?
pendant cette période du passage à l'âge adulte. Est-ce que ça devrait pas être l'inverse ? Ils deviennent plus matures, donc plus autonomes vis-à-vis de leur traitement et peuvent se gérer plus facilement que quand c'est des enfants. Alors comme on a vu, la maturité elle n'est pas acquise tout de suite et l'âge classique de passage dans les services d'adultes c'est 17-18 ans parce que c'est pas ajusté d'avoir un jeune de 22, 23, 25 ans hospitalisé à côté d'une bronchiolite de 6 mois avec des petits éléphants dessinés sur les murs. Alors, on sait effectivement qu'il y a à peu près un tiers des jeunes qui vont avoir du mal à s'implanter dans les services d'adultes après le départ de la pédiatrie. Ce qui se passe, c'est que à ce moment-là, on a vraiment un double défi. On a le défi de la transition de la pédiatrie au service d'adultes et aussi le défi de l'adolescence, de ces tâches développementales dont on a parlé. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une opposition vraiment frontale entre le processus de l'adolescence et le processus de la maladie chronique du handicap. Dans l'adolescence, on a vraiment l'adolescence, c'est une période de liberté, c'est une période de croissance. On a un corps nouveau, on acquiert des nouveaux possibles, on grandit, on a une capacité de reproduction, on a une identité différente avec ces tâches dont on a parlé. Tout ça dans une grande liberté, une forme de créativité. Et la maladie chronique et le handicap vont rappeler aux jeunes en fait des grandes difficultés avec un corps qui a du mal à grandir. Éventuellement un surpoids ou une insuffisance pondérale, une puberté qui arrive trop tôt, trop tard, qu'il faut quelquefois induire. Tout ça a un grand impact sur l'estime de soi, sur la désirabilité qu'on peut percevoir. Il y a aussi toutes les contraintes du traitement, toutes les contraintes de la maladie, le risque que peuvent comporter certains comportements qu'on a d'habitude à cet âge-là et qui entraîne une grande frustration pour l'ado, qui se retrouve vraiment dans l'incapacité de tester ces nouveaux possibles et on imagine que ça se fait pas sans conflit. Et puis l'adolescence, c'est le moment du temps présent, c'est le moment de l'urgence à vivre et à sentir avec ces émotions qui sont au premier plan et qui rappellent qu'on est dans le temps présent, alors que la maladie, le handicap vont rappeler toutes les questions du long terme, vont projeter à long terme sur des questions qu'on se pose pas forcément quand on a une adolescence classique, les questions de la mort, évidemment, la question de la souffrance et du sens qu'on peut donner à ces situations, mais aussi les limitations qu'on peut avoir en termes de fertilité, de projet parental ou de projet professionnel. Et en parlant de se faire aider, parlons de la plateforme Advenir. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec cette plateforme ? Alors la plateforme Advenir, c'est une structure qui est au départ expérimentale, qui vise à accompagner la transition de la pédiatrie au service d'adultes pour les ados qui sont porteurs de maladies chroniques ou de handicap. Il y a des interventions individuelles auprès des jeunes avec des consultations de préparation à la transition. Et il y a des actions également collectives, des journées de transition, plusieurs fois dans l'année, où on regroupe des ados porteurs de différentes maladies chroniques, ce qui permet de se recentrer sur l'expérience singulière de porter une maladie chronique ou un handicap. Et puis les parents qui sont vus en parallèle dans un atelier qui leur est dédié, qui est construit en collaboration avec une association de patients. Encore merci beaucoup et belle journée à vous. Merci beaucoup, au revoir. C'était un plaisir de recevoir Hélène Mellerio au micro du comptoir, elle qui nous a confié avoir été invitée par une amie à participer à quelques discussions des GBU au début des années 2000. Et le GBU, au cas où on ne vous l'a pas encore dit, c'est l'association qui produit notre podcast. Ah, les années 2000, pile les années où on se posait pas de questions en fait sur qui gérait notre vie, parce que nos parents nous achetaient des Tamagotchi et puis des Pom-Pots pour le goûter de la récré de 10h. Ouais, mais moi, mes parents, ils m'interdisaient d'avoir des Tamagotchi. T'inquiète, moi, mes parents, ils voulaient pas que je dise Harry Potter, alors. Mais non, sérieux ? Du coup, est-ce que c'est sur ça que tu vas baser le fait de reproduire ou pas l'éducation de tes parents ? Non, mais c'est vrai que j'ai trouvé intéressant en fait tout le processus de transition dont nous parlait Hélène Mellerio, sur ce qui se passe au niveau de la maturation de notre cerveau et puis de ces différentes zones. Je me demande si symboliquement on est obligé de passer par le meurtre des parents dont elle parlait en faisant référence à la théorie du pédiatre Winnicott. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est la période où on fait le tri, où on s'individualise, où on choisit ce qu'on veut garder. Hélène Mellerio nous parlait des ados atteints de maladies chroniques et c'est un sujet qui est intéressant pour tout le monde parce que
Déjà, même si on n'a personne dans notre entourage qui est concerné, ça nous apprend des choses, tout simplement. Et puis ça nous fait réfléchir en fait à notre développement perso. Quand il y a un événement extérieur comme une maladie chronique qu'on ne connaît pas, ça permet de mettre en lumière des choses qu'on ne remarque pas forcément habituellement. Genre ? Genre quand les jeunes sont plus confrontés à leurs limites au moment où plein d'ados pensent qu'ils n'en ont pas. Ça nous rappelle aussi que si on explore ses limites, c'est qu'on a cette pulsion de mort ou de vie dans un sens ou dans l'autre. Et dans ces moments, on apprend à devenir maître de nous-mêmes, à nous découvrir, à nous gérer. Et si on lâche nos parents ? Enfin, déjà, on les lâche plus ou moins, hein. Ils restent quand même nos consultants. Ouais, donc ça rejoint ce que j'allais dire. On a encore besoin de consultants, ok, mais à part eux et les autres consultants de notre vie, est-ce qu'on arrive vraiment à être leader de notre corporation ? Je veux dire qu'on perd nos repères parce qu'on les trouve imparfaits, mais est-ce que ça veut dire que c'est nous notre propre base ? Mon côté avec un peu d'ego trouve ça cool, mon côté un peu perdu et un peu perdu. Bon, la discussion avec toi, Colline, elle est passionnante, mais la discussion avec Hélène Mellerio était aussi passionnante. Et elle dure d'ailleurs une 30aine de minutes et elle sera disponible sur toutes les plateformes de streaming audio en bonus de cet épisode, donc n'hésitez surtout pas à aller l'écouter. Nous, on va continuer avec Valérie, qui est équipière pour les groupes bibliques lycéens, qui va nous parler du point de vue de la Bible, en nous parlant de l'histoire d'un gars qu'on voit grandir dans la Bible. La Bible au comptoir. Selon vous, quel est le moment où l'on devient vraiment adulte ? Est-ce lorsqu'on quitte le domicile familial pour s'installer dans son propre chez-soi ? Ou lorsqu'on considère être autonome dans nos choix et décisions ? Lorsqu'on vit une épreuve qui nous marque et nous change profondément ? Lorsqu'on commence notre premier travail ? Lorsqu'on se marie ? Lorsqu'on a un enfant ? Ou est-ce un processus dans lequel on s'inscrit tout au long de la vie sans jamais vraiment arriver à l'aboutissement ? En quoi la vie de Jacob est-elle un bon exemple de ce que c'est que de devenir adulte ? La Bible raconte la vie de ce personnage depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. On voit donc comment il a progressé dans le chemin de la maturité. Jacob est un jeune homme rusé et déterminé qui sait ce qu'il veut et se donne les moyens de l'obtenir. Il n'est pas du genre à attendre que les choses lui tombent du ciel. S'il veut quelque chose, il met en œuvre ce qu'il faut pour l'obtenir, quitte à faire des choses malhonnêtes d'ailleurs. Il faut dire que c'est ce que ses parents lui ont transmis. Le chapitre 27 du livre de Genèse raconte un épisode crucial dans la vie de cette famille. Le père, Isaac, voulait donner sa bénédiction à son fils aîné Ésaü. À l'époque, c'était une pratique religieuse courante. Avant de mourir, le père appelait son fils aîné et invoquait Dieu afin qu'il lui garantisse une famille saine, nombreuse, une longue vie et la prospérité. Dans cette histoire, la famille de Jacob a probablement donné trop d'importance aux paroles d'Isaac, comme si ces simples mots pouvaient indiscutablement déterminer l'avenir des deux frères sans se soucier de ce que Dieu avait prévu pour eux. Rebecca, la mère, préférait Jacob et voulait que ce soit lui qui bénéficie de cette bénédiction. Elle a donc convaincu Jacob de tromper son père, de profiter du fait qu'il était quasiment aveugle pour se faire passer pour Ésaü et ainsi obtenir la bénédiction à sa place. C'est donc avec ce principe que Jacob a été éduqué. Il est légitime d'être malhonnête si c'est pour obtenir ce qu'on pense mériter ou être bon pour nous. Sauf que cette histoire a très mal tourné. Lorsque Ésaü apprend la trahison de son frère, il lui en veut à un tel point qu'il est prêt à le tuer. Jacob se trouve alors obligé de fuir et de partir loin de sa famille pour se mettre à l'abri. Confronté aux conséquences de ses actes, il commence à entrer dans le chemin de la maturité. Il va ensuite vivre d'autres expériences qui vont être source d'apprentissage, comme lorsqu'il se retrouve lui-même victime de tromperie. En effet, après avoir quitté sa famille, il s'installe dans un pays où il rencontre Rachel, la femme qu'il souhaite épouser. Comme le veut la coutume à l'époque, il demande sa main à son père, Laban, qui la lui accorde en échange de 7 années de travail. Au bout de ces 7 années, le lendemain du mariage, Jacob découvre que c'est Léa, la sœur aînée qui lui a été donnée pour épouse et non Rachel. À son tour d'être trompé et de voir ce que ça fait. En parallèle, Dieu cherche Jacob. Il se révèle à lui, d'abord au travers d'un rêve où il y fait une promesse. Il lui promet qu'il le fera revenir sur les terres de ses parents, qu'il lui donnera des terres et une grande descendance qui aura sa faveur. Il promet aussi qu'il sera avec lui et le gardera partout où il ira. Jacob réagit à cette promesse en disant, je cite le passage de la Bible, «
Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » En utilisant ici le terme « l'Éternel », Jacob reconnaît ce Dieu comme un Dieu qui existe, qui n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin, mais il le considère comme le Dieu de son père et de son grand-père. Il n'est pas sûr de vouloir qu'il soit le sien. Il le met au défi. « Fais ceci et alors peut-être tu seras mon Dieu. » L'Éternel continue de se faire connaître à Jacob en agissant dans des situations où il se trouve face au mur. C'est par exemple le cas lorsque Jacob décide de quitter les terres de son beau-père et que, par peur que celui-ci ne le laisse pas partir, il décide de quitter les lieux en cachette. Laban le découvre et est prêt à se venger. Ce n'est que parce que l'Éternel se révèle à lui en rêve et lui dit de ne pas faire de mal à Jacob qu'il l'épargne. Jacob voit donc que Dieu veut son bien, qu'il agit dans sa vie et qu'il peut agir là où il ne s'y attend pas. Mais il a encore des choses à comprendre. La confiance qu'il a en Dieu est encore fragile. Arrive alors le passage que nous allons lire ensemble dans Genèse chapitre 32, versets 25 à 31. Jacob s'apprête à retourner sur ses terres d'origine et donc à retrouver son frère Ésaü. Il a peur, car la dernière fois qu'il a vu son frère, il voulait le tuer. D'ailleurs, il a envoyé des messagers pour annoncer son arrivée à son frère, et ces derniers sont revenus en lui annonçant qu'Ésaü venait à sa rencontre avec 400 hommes. Probablement, Ésaü s'apprêtait à lui mettre une raclée. Jacob s'adresse alors pour la première fois de sa vie à Dieu, pour lui demander de l'aide. Lisons ce qui se passe ensuite au chapitre 32. Jacob resta seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. »« Quel est ton nom » demanda l'homme. « Jacob, » répondit-il. Désormais, reprit l'autre, « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, ce qui veut dire « Il lutte avec Dieu. » Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Jacob l'interrogea. « S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom » lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, ce qui veut dire la face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Ce qui se passe dans cet extrait est pour le moins surprenant. Jacob est seul et tout à coup, un individu mystérieux vient et on ne sait comment une lutte commence. Ce combat est celui de Jacob avec Dieu. C'est une lutte aussi bien physique que morale. Si elle semble interminable, c'est en réalité son adversaire qui en a la maîtrise. C'est lui qui décide du moment où le combat doit prendre fin en mettant un coup décisif à la hanche de Jacob et en disant « Ça suffit, laisse-moi partir maintenant ». Lorsqu'il est écrit « Quand il vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob », cela ne veut pas dire que Jacob était trop fort pour lui, mais qu'il se battait désespérément, refusant de reconnaître son infériorité. C'est un peu comme quand un père joue à la bagarre avec son enfant. Il retient ses coups et laisse l'enfant se battre de toutes ses forces, jusqu'au moment où il décide que le jeu a assez duré. Il reprend le dessus, maîtrise l'enfant et le combat s'arrête. Ici, Jacob résiste à Dieu physiquement, mais donc aussi moralement. Il veut défendre sa cause, se justifier. Il n'accepte pas de baisser sa garde. On pourrait imaginer que Jacob est en train de dire « Oui, mais dans ma vie, j'ai dû parfois être malhonnête, mais c'est parce que ma mère m'a influencé. J'ai trompé mon frère, mais parce que sans ça, je pensais perdre la bénédiction. J'ai essayé de rouler Laban, mais parce que j'avais peur qu'il me prenne ma femme et mes enfants. » Mais l'Éternel résiste devant tous ces arguments, jusqu'au moment où il décide que ça suffit. Il déboîte la hanche de Jacob. Jacob est vaincu. Il n'a plus rien à dire pour sa défense, et il est à la merci de son adversaire. Il comprend alors que ces stratagèmes n'ont jamais pu le sauver. Bien au contraire, ils l'ont mis dans une situation désespérée dont il est quasi sûr de sortir perdant, puisque Ésaü va probablement le tuer, lui et les siens. Ayant bien compris que son adversaire est bien plus qu'un simple homme, il le supplie de le bénir. Il sait que la seule garantie d'être sauvé et d'avoir un avenir, c'est que Dieu lui-même lui fasse cette promesse. Avant de le bénir, l'homme lui répond « Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, ce qui veut dire lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. » Jacob a-t-il vraiment gagné ce combat ? Il est blessé et à la merci de son adversaire. Alors non, pas vraiment.
Mais un autre livre de la Bible nous aide à mieux comprendre ce passage. Le prophète Osée y explique que lors de cette lutte, Jacob a eu le dessus en pleurant et en demandant grâce. Il a gagné, car il a compris que pour gagner, il devait s'humilier devant Dieu et demander grâce. Ça y est, il a compris ce qu'il devait comprendre. Il a atteint la maturité, l'âge adulte. L'individu mystérieux finit par bénir Jacob et partir. Jacob reprend la route, il aperçoit son frère et adopte une attitude de profonde humilité en implorant grâce aux yeux de son frère. C'est alors que Jacob découvre que le cœur de son frère a été profondément transformé par l'Éternel. Ésaü ne souhaite plus se battre contre lui. Les deux frères se réconcilient. Jacob choisit les terres où il souhaite habiter et y installe un autel, c'est-à-dire un monument, qu'il appelle El Eloé Israël, ce qui veut dire Dieu, le Dieu d'Israël. Et voilà, pour la première fois, Jacob, qui désormais s'appelle Israël, reconnaît le Dieu de son père et de son grand-père comme le sien. En conclusion, la vie de Jacob nous enseigne que devenir adulte, ce n'est pas atteindre la liberté au sens d'être libre de son héritage, de son histoire, de son passé. Ce n'est pas être libéré de l'influence parentale et vivre seul en prenant nos propres décisions. Être véritablement adulte, selon ce récit, c'est comprendre réellement qui nous sommes. Discerner notre héritage familial, apprendre de nos expériences, de nos erreurs, de nos échecs, de nos réussites. Mais c'est surtout comprendre que nous avons été créés par un Dieu bien plus grand et puissant que nous. Comprendre que ce Dieu nous cherche. Peut-être est-ce le Dieu de nos parents, peut-être est-ce le Dieu des autres, peut-être pensons-nous même que c'est un Dieu qui n'existe pas. Mais et si ce Dieu existait ? Et s'il essayait de se faire connaître à nous ? Et s'il essayait d'établir une relation avec nous ? Selon ce passage, ce n'est que lorsque nous comprenons que sans ce Dieu, nous ne pouvons pas nous sauver, malgré notre intelligence, notre force, nos talents, ce n'est qu'alors que nous devenons vraiment adultes. Waouh! Au-delà d'avoir un prénom super stylé, Jacob, il est vraiment pas aidé par l'éducation et les schémas relationnels que lui donnent ses parents. Favoritisme, ruse, menace de mort. Ouais, c'est clair. Et on voit dans la suite de l'histoire qu'il reproduit un peu ces mêmes choses jusqu'à un événement décisif qui montre qu'il a grandi. Donc en fait, s'il y a la reproduction d'un truc bancal, l'éducation de nos parents qui, eux, sont imparfaits, par un autre truc bancal, nous qui sommes imparfaits aussi, bah ça donne un truc toujours aussi bancal. Ouais, c'est clair. Jacob, comme Célia, a décidé de laisser la gestion de sa vie à Dieu, qui est le seul gérant parfait et pas bancal du coup. Après ça, c'est bien facile à dire, à accepter en théorie. Mais en pratique, je trouve ça hyper lunaire. Laisser la gestion de sa vie à Dieu. C'est vrai. Mais je pense que l'exemple de Jacob nous donne des pistes parce que lui reconnaît Dieu comme son Dieu au moment où il reconnaît avoir totalement besoin de lui. Je crois que c'est une bonne première étape. Si à chaque fois que l'on est devant un choix à faire, on se pose la question de qu'est-ce qui serait bon selon X à faire, c'est que notre vie est gérée, influencée par ce X. Et ce X, on peut le remplacer par plein de choses. Notre travail, notre famille, nous-mêmes et Dieu. On a vu qu'on devenait de plus en plus capable, plus on grandit, à prendre des choix ayant un impact sur le long terme, pour nos vies. Mais sans toujours avoir besoin d'avoir des parents derrière le dos ou qui tranchent au final à notre place. Alors ça peut mener à des conflits le temps que les parents le réalisent et que nous aussi on puisse trouver notre place, et c'est pas toujours une période facile en tant que jeune adulte. Ouais, on en discutait justement une fois après avoir enregistré un épisode. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à l'idée de faire ce podcast sur ce thème, cette idée qu'en grandissant, c'est parfois nous qui conseillons nos parents et qu'il y a une inversion des rôles qui peut être mal vécue par un des côtés. Je m'en rappelle, ouais. Mais on a vu tout au long des différentes interventions que ok, nos parents ils sont imparfaits, parfois injustes, pas toujours les meilleurs, mais qu'en fait nous aussi on est imparfaits et que nous aussi nous pouvons prendre des mauvaises décisions. Finalement, si nos parents sont des gérants imparfaits quand nous sommes petits, nous ne sommes pas beaucoup mieux une fois grands. C'est vrai. Et Célia nous a bien interpellés sur le fait qu'elle a décidé de confier les rênes de sa corporation à quelqu'un qui est parfait, qui comble aussi nos carences affectives au niveau de la parentalité et qui lui est un super gérant.
En quelque sorte, Dieu, c'est le N+1 de tous les gérants. C'est le boss final, quoi. C'est ça, exactement. Mais un patron qui ne s'impose pas, qui laisse les gens décider de manière libre et indépendante s'ils veulent le laisser être gérant ou pas, mais qui se tient toujours prêt à filer un coup de main pour nous aider à grandir et à aimer toujours plus nos parents. Et d'ailleurs, parenthèse, on remet en question beaucoup de choses depuis le début de l'épisode, mais on veut nuancer en disant que nous, Stan et moi, sommes vraiment reconnaissants de l'éducation que l'on a reçue de nos parents et de la relation que l'on a avec eux aujourd'hui. Carrément, merci pour ce petit wink. En tout cas, on espère que cet épisode vous aura fait réfléchir, aura su vous rencontrer là où vous en êtes dans vos réflexions sur les relations avec vos darons, sur notre évolution à tous, comment on grandit, comment on s'affirme en tant qu'adulte. Et c'était déjà le 24e épisode du comptoir. Oh, waouh! On se fait une fête pour le 25e? Allez, je suis chaud. Merci d'être toujours plus nombreux depuis le début, en tout cas. On se retrouve dans quelques semaines pour un nouveau thème et le 25e épisode. Mais trop hâte. Bye! Allez, ciao, ciao. Le comptoir, le podcast des GBU.